RMC, le grand oral des grandes gueules. Jeanne Masse. Réminiscence aux éditions Flammarion. Ah ben ça a changé la coupe de cheveux depuis les années 80, Jeanne. Bah oui, quand même 35 ans après. Mais alors à lire votre livre, en fait je me suis aperçu que vous étiez une grande gueule. Vous avez toujours dit ce que vous pensiez des choses dans un monde où le monde des artistes, où il faut rester prudent, il faut rester politiquement correct. On est entouré d'attachés de presse qui vont vous dire non, ne prends pas parti. Vous avez toujours dit ce que vous aviez envie de dire au moment où il fallait le dire. Et peut-être que ça a un peu coûté à votre carrière, non ? Oui, mais je ne sais pas si c'est être une grande gueule que d'être honnête et spontané. Mais c'est vrai que c'est pas toujours bien vu. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire tout ce qu'on dit dans ce métier. Il faut faire plaisir à tout le monde et que certainement, lorsqu'on est une artiste dans la chanson, on vous demande juste de chanter, de ne pas avoir d'idées, pas d'opinion, et puis peut-être même, de faire juste son travail. Non mais Olivier disait que, est-ce que vous pensez que ça vous a coûté une partie de votre carrière ou pas, ou du succès? Bien que vous ayez eu très gros succès, mais... Je ne pense pas que ce soit vraiment ça qui est coûté. Évidemment, j'ai fait des choix qui étaient difficiles et peut-être que ce sont mes choix à moi personnels, aussi bien musicaux que dans mon tempérament, des choses que j'avais envie de défendre qui finalement étaient mal perçues, mal interprétées. Voilà. Et puis, une carrière qui dure 35 ans, c'est rare. En dehors de Madonna, on n'en connaît pas beaucoup. Et voilà, mais... J'ai vécu la mienne et je continue de vivre la mienne à ma façon et c'est très bien. Alors si, il y a une carrière qui dure aussi, c'est celle de Mylène Farmer. Mais par exemple, Mylène Farmer, elle ne parle jamais. Elle n'ouvre jamais la bouche dans les médias. Et c'est peut-être ça le secret. Il faut fermer sa gueule pour être discret. Non, c'est sa façon à elle de gérer sa carrière, mais non, Jean-Jacques Goldman a une très longue carrière aussi et c'est pas quelqu'un qui s'est... Il a été consensuel toujours. Oui, voilà. Non, je pense qu'on est tous différents. Et puis, non, je pense pas qu'il y ait une façon de faire. Hein. Madonna, elle dure depuis 35 ans. C'est pas quelqu'un qui ferme. Voilà, elle dit ce qu'elle pense et elle s'investit dans des causes qu'elle aime aussi, ou en tout cas qui la touchent. Non, je crois qu'il n'y a pas de secret. C'est pourquoi avoir voulu vous raconter aujourd'hui? Quel est le message de ce livre, Jeanne Masse, alors? J'ai pas vraiment voulu me raconter. Je pense qu'à un moment, j'ai été un petit peu soutenue par Aymeric Caron qui était à la base aussi de ce livre. Voilà, de ce livre et de Flammarion et qui m'ont fait comprendre qu'en fait, c'était bien aussi de raconter un petit peu le revers de tout ce succès, tout ce qui s'était passé, les coulisses. Il y a des gens qui avaient envie de savoir pourquoi à un moment on quitte tout et on s'en va. Et en fait, c'était juste pour presque faire plaisir que j'ai écrit ce livre, mais non pas parce que j'avais envie de le faire. À une époque, c'était Jeanne Masse, elle est zinzin, de toute façon. Zinzin, c'est quoi ? Elle est à la marge, elle est marginale, Jeanne Masse. Les carrières s'arrêtent parce que elle est ingérable, parce que elle est capricieuse. Voilà ce qu'on disait un peu de Jeanne Masse. Alors, je suis pas capricieuse et je suis pas ingérable. Je suis extrêmement professionnelle, première chose. Et deuxièmement, par contre, je suis une artiste libre. Donc, je ne cède pas à toutes les concessions et à toutes les pressions qu'on me met. Le marketing, c'était pas votre truc. C'est pas que le marketing n'était pas totalement mon truc, c'est que je veux avoir la liberté de choisir mes chansons, de m'exposer tel que je le veux et de faire, de choisir. Marianne Soubray. Oui, écoutez, j'ai été très surprise parce qu'on a très souvent des invités et c'est la première fois en fait que des gens qui me suivent sur Twitter me disent dis-lui de notre part qu'on l'aime. Donc de la part de José et de Victoria, je vous le transmets. Merci. Parce qu'ils me l'ont dit et il y a effectivement, je pense, une véritable affection envers vous et j'ai été assez surprise parce que moi j'étais un peu restée en rouge et noir. J'étais un peu restée en rouge et noir et je trouve que c'est très touchant la façon dont les gens vous aiment et je sais aussi qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont venus exprès pour vous. Donc croyez-le bien, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vous aiment. Merci. Je crois. Finalement, pour revenir à ce que vous disiez, je crois que justement ceux qui me suivent depuis très longtemps savent que je ne suis ni prétentieuse ni capricieuse. Oui. Et ça, après, sur votre livre, moi, il y a des choses que j'ai trouvées très touchantes, des choses que j'ignorais. Et je voulais que vous reveniez dessus. Vous avez des mots extrêmement forts au moment de la mort de Daniel Balavoine. J'ai été bouleversée. Enfin, vous dites, ma vie s'est arrêtée. Je voulais que vous... En 86, lorsqu'il est mort en accident d'hélicoptère avec Thierry Sabine sur le parcours du Dakar. Ouais.
Oui, Pourquoi ? ma vie s'est arrêtée à ce moment-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsqu'on a quelqu'un qui compte énormément dans votre carrière et aussi qui vous a aidé en tant qu'être, parce qu'une artiste peut des fois se détacher de la femme, mais en même temps elles sont très liées. Et moi, il m'a tellement apporté au niveau de cette confidence en moi que lorsqu'il est parti, je me suis sentie vraiment dépouillée de toute cette force qu'il m'avait donnée. Il faut préciser que vous avez travaillé ensemble. Voilà. Oui, on a travaillé ensemble. Il a réalisé 2 chansons de mon tout premier album. Donc moi, j'arrivais, je débutais. Et voilà, et c'était une force qui venait de me lâcher. Moi, je trouve que vous symbolisez tellement les années 80. Moi, personnellement, c'est les années de mon adolescence. Donc, Jeanne Masse, c'est incontournable. Balavoine, on a parlé de Madonna, etc. Vous avez enchaîné tube sur tube. Vous étiez à un moment donné l'artiste féminine. D'ailleurs, vous avez eu une victoire. Vous le dites, alors, quand vous avez eu votre victoire, vous regrettiez que ce ne soit pas France Gall plutôt, parce que tu es aussi au sommet de sa carrière. Est-ce que finalement, ça n'a pas été trop vite tout de suite avec... alors c'est tant mieux, c'est parce qu'il y a des chanteurs des chanteuses qui n'ont jamais de tube de toute leur carrière. Vous en avez enchaîné plusieurs d'affilée, et après c'est compliqué en fait de durer à partir de là. Oui, c'est vrai que c'est difficile de maintenir le cap comme ça quand on est au top, comme je l'ai été. Par contre, c'est vrai que non, ça ne venait pas trop vite parce que moi, ça faisait tellement longtemps que j'attendais de voir le succès et la reconnaissance. Le succès, c'est surtout la reconnaissance. On vous reconnaît du talent, vous touchez le cœur des gens. C'était extrêmement important pour moi. On a le temps de savourer parce que ça va tellement vite. Je regardais, vous sortez Johnny 85, ensuite toute première fois en rouge et noir. Est-ce qu'on savoure toute première fois. Voilà. Est-ce qu'on savoure ou est-ce que non, et c'est après coup qu'on pense à toutes ces années en se disant voilà, c'est après coup. C'est surtout en écrivant ce livre que j'ai réalisé toute la chance et tout ce que j'avais vécu. Et je le dis aussi dans le livre, c'est tout ce que j'ai pu recevoir, mais aussi donner. Et en fait, moi, j'étais infatigable. J'étais tout le temps en train de travailler. Et pour moi, je reconnaissais cette chance. Et si ça avait duré pendant 10 ans, j'aurais travaillé pendant 10 ans, même si je n'ai jamais vraiment totalement arrêté de travailler. Mais c'était plus du tout à ce niveau-là. Mais voilà, non, je l'ai réalisé après coup. Sur le moment, on peut pas parce qu'on ne fait que travailler. Ouais, c'est le tourbillon, quoi. En fait. Oui. Vous avez craqué pendant ce tourbillon, vous avez tenu comment ? Je tenais et je mangeais même pas. J'avais pas le temps, ni l'envie en fait, parce qu'on est trop mal au ventre, stressé. Voilà, le livre. Vous preniez de la drogue à l'époque ? Non. La drogue ? Enfin, non, cocaïne, non, quoi ça n'existe pas du tout dans ce métier. Non, je suis végane, je tiens très bien sans rien, même si finalement les drogues pourraient être un peu végane. Non, pas du tout. Non, j'étais très saine. Je suis d'ailleurs très saine dans ma vie au quotidien. Et non, je n'ai pas eu besoin de drogue pour tenir. Non, parce que vous voyez, en ce moment, on reparle par exemple d'Elton John. Il a dit dans ce rythme de dingue, qu'est-ce qui m'a fait tenir ? Aussi, même si on s'en rend pas compte, il dit mais dans le tourbillon du succès, c'est la drogue qui vous aide à tenir parce que vous faites les conférences de presse, vous avez les concerts, vous devez tenir H24, donc c'est pour ça que je me. Non, mais vous savez, des fois, j'avais tellement pas le temps de m'alimenter. J'avais ces bars qu'on vend à la pharmacie qui sont des bars d'amandes douces et qui vous redonnent un punch comme ça. Et non, pas du tout. J'ai tenu très très bien, mais vous savez, j'étais passionnée. Et la passion vous fait faire des sauts, des bonds incroyables. Christian. Oui, moi je vous ai kiffé grave dans les années 85, 95, mais grave. On a 2 points communs. On est nés la même année. Et nous avons également sur l'homéo, page 252, effectivement, vous parlez de l'homéopathie, donc on a quelque chose. Vous êtes pour l'homéopathie ? Ah oui, je suis pharmacien et je défends ardemment l'homéo. Oui, merci beaucoup, parce que je trouve justement, moi je ne me soigne qu'avec l'homéopathie. Voilà, je m'en doutais. On s'arrête un instant là-dessus. On s'arrête un instant là-dessus. On a eu un grand débat. Parce qu'on a eu un grand débat très agité tout à l'heure. Pour rembourser les barres. Vous soignez depuis toujours, vous prenez que de l'homéopathie. Oui. Même Sabrina m'a demandé Qui est Sabrina ? Sabrina, c'est l'une de mes collègues. Très bien, qui est Sabrina ? Non, Boys. Oui, voilà. Ah oui, ça, je elle vois aussi, elle m'a dit, écoute, non, elle n'est pas là, mais elle me demandait des conseils au niveau de l'homéopathie. Il y a plein de choses qu'on peut. De sportifs de haut niveau qui effectivement utilisent. Ça, c'est que de l'homéopathie. Mais attendez, mais simplement, on s'arrête un instant là-dessus parce que comme il y avait un débat, on a une personne qui nous dit depuis toujours je me soigne l'homéopathie. Tout à fait. Mais quelle que soit la maladie. Quelle que soit la maladie. Alors déjà, moi, je tombe rarement malade parce que je suis végane, donc si vous voulez, on peut parler de ça aussi. On va parler de ça, mais également, dès le moindre petit truc, l'arnica montana est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, si vous voulez que j'aille encore plus loin, quand on arrive au niveau de la ménopause, on peut tout soigner, vraiment les chaleurs, les bouffées de chaleur et tout ça, avec l'homéopathie, c'est formidable.
L'acquisition mutus. Il est content là, notre pharmacien, elle jubile. Non, mais je savais que c'était marqué page 232, donc chiffre grave là. Alors, moi j'ai trouvé que vous étiez, à mon sens, une écorchée vive. Et j'ai compris en fait, finalement avec Balavoine, vous avez interpellé tous les deux le président Mitterrand. À la fois lui, c'est pour ça qu'en fait, oui, tu as raison, vous êtes une grande gueule parce que vous avez effectivement Balavoine, il a interpellé Mitterrand sur un plateau de télévision, sur la jeunesse, président Mitterrand, excusez-moi. Et puis vous l'avez interpellé à travers une lettre sur le viol et sur la mort d'une petite fille. Et j'ai compris qu'effectivement, avec Balavoine, il y a quelque chose qui s'est effectivement passé. C'est clair. Rappelez-nous sur cette lettre, justement, parce que ça n'a pas été forcément très bien compris à l'époque. Très bien interprété. On vous a accusé de faire l'apologie de la peine de mort. Oui, c'est parce que les gens essaient en fait. Il faut peut-être rappeler cette histoire. Parce que... oui, alors moi je venais d'avoir un enfant, ma première fille, et c'est vrai qu'il y avait ces viols comme ça d'enfants à répétition, et puis dont une qui avait été assassinée, et donc j'avais été tellement bouleversée que je me suis dit il faut que j'agisse, il faut que je fasse quelque chose. Je vais écrire à la personne plus importante de France. J'ai écrit une lettre à François Mitterrand, et en fait ça a été récupéré, une lettre ouverte, ça a été récupéré par certains médias malentendants et mal intentionnés, et également par un parti mal intentionné aussi. Et du coup, moi qui étais quand même très naïve, j'ai pas vu cette bourrasque comme ça arriver sur moi, et voilà. Oui, vous avez signé cette lettre, une femme révoltée. Oui, sauf que, si vous permettez, parce que je l'ai relu, votre lettre, et effectivement, à la fin, il y a une phrase sur laquelle il pourrait y avoir de l'ambiguïté. Vous avez mis « Si l'horreur n'a pas de limite, pourquoi la justice en a-t-elle » Et je pense que c'est ça qu'on vous a reproché. C'était peut-être aussi... de demander plus, ou de... Voilà, c'était peut-être... il faut enfermer les gens. Moi, à l'époque, peut-être que je pensais tout juste enfermer ces gens-là parce qu'ils étaient vraiment dangereux. Par la suite, comme justement en écrivant ce livre, j'étais retombée sur cette lettre, j'ai réfléchi, je me suis demandé quelles seraient les solutions. Pour l'instant, moi, je ne peux pas en apporter parce que je ne fais pas de politique. Mais c'est vrai qu'il faudrait quand même apporter un maximum de protection, parce qu'il arrive très souvent que des récidivistes soient relâchés, et parfois ça me fait vraiment peur. Vous restez avec nous, Jeanne Massu du Grand Oral des GG. Question de Christian, nouveau de Marianne, d'Anastasie. Réminiscence, c'est le livre, c'est aux éditions Flammarion. Restez avec les grandes gueules, à tout de suite. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules. Dans le Grand Oral des GG, Jeanne Masse, elle raconte son parcours, sa vie dans Réminiscence aux éditions Flammarion. Jeanne Masse est donc dans le Grand Oral des GG. Christian, notre ami pharmacien de Sologne, vas-y, tu avais une question pour Jeanne Masse. J'ai l'impression que, en vous lisant, et vous avez cité quand même beaucoup d'artistes, j'ai l'impression que vous avez ou presque tous un parcours assez compliqué. J'ai relevé des phrases ou des mots dans votre bouquin que j'ai lu le week-end dernier. Vous parlez de la tristesse de l'artiste. Vous dites que tout vous ronge à un moment donné dans votre vie. Il y a beaucoup de choses qui vous rongeaient. Vous avez parlé de votre adolescence. Vous avez parlé des coups dans votre adolescence. Le parcours n'a pas été simple, j'ai l'impression. Le succès me monte à la tête. Je suis accro de cette importance qui m'est donnée. Vous parlez en fait d'une adolescence qui vous pèse. Est-ce qu'effectivement, et peut-être aussi que à travers vos couleurs en fait que vous portez, qui sont beaucoup le noir, et là je rebondis sur l'homéo, ces couleurs sépia. Est-ce que le parcours en fait il a été très très compliqué, non? Le parcours, vous dites, de ma vie? Ouais. Oui. Fragile? Pas fragile, compliqué. Je ne suis pas quelqu'un de fragile. Sans ça, je me serais déjà écroulée. Je suis sensible, je pense, et j'espère extrêmement sensible, ce qui me permet de m'investir dans des causes qui me touchent. Mais je ne sens pas la fragilité. Je suis une femme forte, et j'ai envie de donner et de partager aussi cette force avec ceux qui sont fragilisés. Mais vous êtes une optimiste? Oui. Naïve, optimiste. Non, parce que les mots qu'emploie Christian, on a l'impression que ça a été un parcours presque un peu de tristesse. La manière dont vous avez avancé, que c'était pas dans la joie et la bonne humeur à chaque fois, quoi, en fait.
C'était comme en rouge et noir, c'était un combat, il faut se lever le matin, lumière il faut et se ombre, battre. quoi, en fait. Oui, mais parce que sans ça, la vie n'a pas de sens. À partir du moment où vous baissez les bras, dans ces cas-là, oui, c'est fichu, tout est fichu. Alors moi, j'ai ce tempérament assez positif où je me dis, il faut y aller parce que de toute façon, c'est à chaque obstacle, il y a quelque chose de meilleur derrière. Donc Anas Kazib. Moi, c'est pas vraiment ma génération. J'ai pas dansé en boom sur vos chansons, mais c'est vrai que, enfin, la chanson notamment en rouge et noir, moi, je l'entends encore beaucoup, même chez dans la jeunesse aussi. Parfois, c'est une des musiques comme ça qui reviennent, qui traversent le temps. Et je sais que, et moi, c'est un peu la question que je voulais vous poser, c'est sur la question du sexisme, etc. Où on vous voit, vous êtes une femme forte, combative, et notamment où moi, je retiens une phrase, j'ai plus les mots exactement, de Patrick Sébastien, qui vous avait à un moment donné dit tu vas voir ce que tu vas voir, etc. ou quelque chose comme ça, et que vous avez osé à cette époque-là répondre. Vous avez dit rien, je crois, de mémoire. C'était Serge Gainsbourg. Sur le plateau de Patrick Sébastien, pardon. Et vous n'êtes pas laissé faire là-dessus. Et enfin, on voit que aujourd'hui, en gros, on peut dire vous êtes une des précurseurs peut-être de MeToo, c'est-à-dire que vous êtes arrivé, peut-être pas, je sais pas, balance ton porc, parce que du coup. Ah non, je le dirais même pas. J'ai trop de respect pour les animaux. Ah ouais. Bah oui. Excusez-moi, on compare pas un homme à un porc. Un porc, c'est gentil. C'est la chose différente, et du coup. Vous pouvez applaudir, les filles, vous pouvez applaudir, merci. Hein. Et du coup, je voulais avoir votre avis aujourd'hui sur un peu toute l'émergence du mouvement féministe aujourd'hui, savoir un peu c'est quoi votre avis. Et la deuxième question, j'en profite, que je pose systématiquement et qu'on pose aussi beaucoup ici aux Grandes Gueules, c'est sur la crise actuelle, sociale, sur le mouvement des Gilets jaunes. On a eu Chantal Goya qui ici aussi s'est exprimée sur le mouvement des Gilets jaunes. Savoir, c'est quoi votre avis, vous qui avez traversé même si vous êtes plus. Alors on va commencer par comment vous avez tenu face au sexisme et aux propositions, alors Jeanne Masse. Alors moi, c'était mon combat personnel. Après, c'est vrai que lorsque j'ai écrit une chanson que j'ai intitulée J'accuse, ça aussi, ça m'a porté préjudice, mais où je parlais du viol des femmes, j'ai vraiment commencé à me montrer cette révolte, et parce que les violences faites aux femmes, on n'en parlait pas suffisamment. Or, moi, on m'a tapé sur les doigts parce que c'était encore trop tôt pour en parler. Donc, c'est bien qu'aujourd'hui, finalement, il y ait ces mouvements qui viennent sur le devant de la scène et qui commencent à donner un peu plus de courage aux femmes. Parce qu'en fait, les femmes, elles ont juste peur, d'être montrées du doigt, d'être diminuées, d'être humiliées, parce que déjà elles ont subi ces violences, mais par la suite, la société est très dure envers les femmes. Donc, c'est bien qu'il existe tous ces mouvements. Maintenant, est-ce que ça va durer? Moi, j'espère vraiment que oui. Est-ce que ça va amener plus, pardon? Mais non, simplement, quand vous avez commencé, vous arrivez dans ce milieu-là, est-ce que vous avez subi justement ce type... Le sexisme, ou de demande. Même de demande, ou de harcèlement, Ben oui, bien sûr, de journalistes aussi qui avaient certainement... d'autres intentions et qui m'ont refusé des articles ou des choses comme ça. Il y avait du chantage. Oui, voilà, ça on le vit tout le temps. Hein. Il y a, dans ce métier, en plus, on a l'impression que c'est tellement facile et qu'on est prête à tout pour obtenir un article dans un magazine. Excusez-moi, moi personnellement, non, ça m'intéresse pas. Vous avez dû en venir aux mains ou gifler pour faire comprendre que ça suffisait? Non, je suis pas assez violente pour ça. Alors parlons quand même du véganisme. Attends, il y avait la deuxième question sur la crise actuelle. Moi, vous savez, j'habite. Ouais. Non, j'habite aux États-Unis, donc je me prononcerai pas sur ce mouvement actuel qui est certainement. Vous l'avez pas vécu ici. Je le vis, mais vous savez. Dans vos concerts ou si vous faites des spectacles, des concerts encore aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens qui viennent qui vous interpellent ou? À ce sujet-là, non. Non, parce que je suis là pour donner de la joie. Ils sont là pour venir en recevoir. Mais vous savez, non, je pense que justement c'est très triste, mais je préfère pas me prononcer là-dessus. Et Donald Trump? Je peux pas me prononcer non plus puisque je suis. Pourtant, vous vivez aux États-Unis. Les Américains ne critiquent pas leur président, donc. Pourtant, il y a des manifs contre Donald Trump, il y a des prises de position, des prises de parole. Oui, mais en public, moi personnellement, je me permettrais pas de le critiquer. Pourquoi vous vivez aux États-Unis, dans l'Arizona, c'est ça? Pourquoi? Parce que mon fils habite là-bas, j'ai envie de vivre pas trop loin de mon fils.
Justement sur votre fils, parce qu'il y a des pages qui sont très jolies, parce qu'en fait on vous voit comme une artiste et vous en êtes une vraie, mais vous êtes aussi une mère et c'est très beau ce que vous dites sur la naissance de vos enfants. Vous dites que votre fille elle est magnifique, T'as pas dit ça toi? Mais bien sûr, mais non. Mais j'aime bien mes enfants qui sont moches, ils sont cons. C'est pas ça, mais j'ai été aussi touchée parce qu'il y a un parcours de vie aussi dans ce livre-là. Il y a le parcours d'une mère et vous êtes aussi très fière et j'ai l'impression que de ce côté-là vous avez eu une vie, on va dire, normale, une vie en fait, en tout cas de mère de famille normale. Vous l'avez préservée celle-là. Tout à fait. Il a fallu un moment faire le choix entre ma carrière d'artiste qui devenait vraiment très dure à cause des choix musicaux que j'avais faits suite à 2 albums assez tendus, et mes enfants qui étaient en très bas âge et qui finalement voyaient pas tellement leur maman. Et c'est vrai que j'ai fait le choix de m'occuper de mes enfants plutôt que de continuer de me battre pour ma carrière. Sans regret. Donc voilà, à ce moment-là, oui, j'ai pris mes enfants, je suis partie vivre dans le sud et je leur ai offert l'enfance dont j'aurais rêvé, mais surtout qu'ils méritaient d'avoir, et surtout d'avoir une maman présente. Donc je ne regrette absolument pas mes choix. Vous êtes à l'abri du besoin aujourd'hui financièrement? Moi, je suis une minimaliste, donc oui. Oui, vous ne mangez pas de viande déjà, ça coûte pas je trop suis cher. végane, déjà, bon, c'est vrai que ça coûte pas trop cher, mais vous savez, moi je me passe de luxe, j'ai une voiture vraiment une hybride pour respecter la planète, mais vraiment, non, j'essaie, vous savez, il y a tellement, quand on est confronté, quand on ouvre les yeux autour de soi, c'est même pas confronté, il faut ouvrir les yeux autour de soi, il faut voir comment les autres... voilà, vous parlez aussi, les gens ont des difficultés, et donc moi je veux rester humble dans ma vie, et donc je suis devenue minimaliste, c'est-à-dire que je n'ai que le nécessaire. Et tout à l'heure vous avez dit je suis végane, c'est pour ça que je ne tombe pas malade. Yes. Le véganisme, c'est un engagement, c'est une philosophie, c'est une idéologie, c'est-à-dire donc vous mangez pas de poisson, pas de viande. Je ne touche pas aux animaux, c'est-à-dire que je ne porte rien qui puisse provenir de l'animal, je ne mange rien qui puisse provenir de l'animal. Je choisis mes produits qui soient totalement véganes, 100% véganes, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de graisse animale. Je suis dans le profond respect de la nature et de mon environnement. Et quand vous regardez ces vidéos régulièrement publiées qui dénoncent ce qui se passe dans les abattoirs, dans les élevages, c'est très douloureux, et j'attends vraiment qu'il y ait une réaction de la part des gens, non pas pour que tout le monde devienne végane, mais pour qu'on puisse devenir plus solidaire, pour que ce genre de massacre n'existe plus. L'animal n'a aucune raison de souffrir et ne devrait jamais souffrir. C'est intolérable. Hein. D'où votre proximité avec Aymeric Caron. Tout à fait. Oui, on s'en... Bah oui. Alors vous savez qu'en face de vous, vous avez un chasseur. J'ai chassé, mais je ne chasse plus. Il est homéopathe. Il est pour l'homéopathie, mais pour la chasse aussi. Là, il y a une contradiction, excusez-moi. Mais sur vegan, moi, il y a des choses que j'ai du mal à comprendre si je reprends ma blouse blanche de pharmacien. Allez-y. Là, j'ai plus Jeanne Masse en face de moi. Je me dis que j'ai des milliards de cellules en face de moi. Et en fait, on a besoin tous les jours de carburant pour vivre. Tous les jours, vous avez besoin de carburant. Des oligo-éléments, des vitamines, etc. Et vous pensez qu'on ne les trouve pas dans les végétaux? Si. Et on ne les trouve pas dans les graines? Si. Et on ne les trouve pas dans les céréales? Mais vous avez à mon avis une absence très probable parce que nous avons besoin de quoi? Non, mais allez-y, ça m'intéresse. La liste, on pourrait changer en Donnez-moi un exemple. De quoi ai-je besoin? Vous avez besoin de chrome, vous avez besoin de molybdène, vous avez besoin de phosphore, vous avez besoin de manganèse, vous avez besoin de tous les jours. Je trouve tout ça dans les végétaux. D'accord. Et vous le savez. En quantité suffisante? En quantité suffisante. Vous savez très bien que les oligo-éléments, voilà, il ne faut pas en prendre en grande quantité. Donc ça, vous le savez aussi. Pardon, vous avez dit? J'ai dit vos analyses sont bonnes, vous êtes en bonne santé en plus. Je suis en bonne santé et même au niveau des protéines, je peux aussi, ça je le ferai dans un prochain livre, expliquer où on trouve les protéines, suffisamment de protéines pour être en forme, pour alimenter ses muscles et tout ça. Vous faites du sport et autres, vous entretenez. Je crois que vous en faisiez beaucoup, il me semble. Oui. Mais du coup, il y a des blogueurs là. Je suis remis dans les 22. Vous avez peut-être suivi les polémiques. Il y a des blogueurs véganes, des gens qui sont suivis par des millions et des millions de personnes, qui très récemment, en fait, certains ont été pris entre guillemets la main dans le sac en train de manger de la viande, d'autres qui ont dit pour ma santé, je suis obligé de remanger de la viande. Qu'est-ce que vous pensez? Ça, ce sont des hypocrites. Vous n'avez jamais aucun souci de santé? Je sais pas, ça fait. Non, ce qu'elle vient nous dire, elle est en pleine forme, pète la forme. Oui, vous l'étiez déjà quand vous avez eu vos enfants? On peut mener une grossesse en étant végane? Et oui. Ouais. Et oui. Et mon fils est né en pleine santé. Aujourd'hui, il est aussi, végane. Mais les enfants sont véganes aussi?
Non, mon fils est vegan, ma fille est végétarienne. Parce qu'on a retrouvé une photo de vous sortant d'un McDo. Non, il rigole. Alors là, c'est comme je voudrais bien le voir. Les actions radicales comme Jadot avec sa bouteille d'eau. Non mais attendez, parce que vous savez, je sais très bien qu'en France, il y a un anti-véganisme qui est très prononcé. C'est vraiment dommage parce qu'en fait, on ne comprend pas la philosophie végane. Je veux dire, les gens qui mangent des steaks ne sont pas des véganes. Les gens qui agressent les boucheries ne sont pas des véganes. Voilà, attention, je veux dire, nous, nous, bah oui, parce que je suis végane. Je veux dire, Vous ne voulez pas imposer ce mode de vie. Je n'impose absolument rien. Ce que je demande, c'est juste la solidarité contre la souffrance animale. C'est tout ce que je demande. Oui, après c'était mais bon, vous avez répondu quand même sur le véganisme et sur les actions radicales, etc. qu'on voit de plus en plus. Très bien oui, c'est vrai que du coup, il y a un problème en France où on oppose systématiquement. On a toujours peur de tout. Moi, je suis pour vous respecter les véganes, mais moi, je mange de la viande et enfin. Je suis pour qu'on se respecte. Derrière, on n'a rien à voir avec ce qui se passe dans oui, non, mais c'est tout à fait normal de se respecter, mais ceci n'empêche pas qu'on peut aussi partager. Et en partageant, j'essaye aussi de vous ouvrir les yeux sur la souffrance animale. On ne peut pas aujourd'hui manger un steak sans savoir qu'il derrière, il y a des animaux. Il a été tué forcément, l'animal. Il a été tué, mais dans quelles conditions? C'est juste ça, les gars. C'est dans quelles conditions? Les abattoirs sont des choses. C'est en fait peu importe, puisque vous êtes contre le fait qu'on tue des animaux pour les manger. Je pose la question à Jeanne Masse. Oui. Est-ce que vous êtes contre le fait qu'on tue des animaux pour les manger? En ce qui me concerne, pour moi, oui, mais pour les autres, à partir du moment où l'animal n'a pas souffert, je ne peux rien dire. Mais les animaux se mangent entre eux aussi, c'est la chaîne animale. Mais nous ne sommes pas des carnivores. Vous voulez qu'on fasse une émission sur le véganisme? Je viens, je vais vous convaincre. Hein. Vous allez sortir d'ici, là, ça va être... On est des omnivores. Je vous écouterai, je ne suis pas sûr que vous me convainquiez. Vous n'êtes pas un carnivore. Vous n'avez aucune raison de manger de la viande. On est des omnivores. Encore, il faudrait le prouver, parce que vous n'avez pas la dentition d'un omnivore. Vous avez la dentition d'un frugivore. Vous n'avez pas non plus. On a des incisives, on a des molaires. Essayez d'attraper rien qu'un rat. Essayez de. Vous avez vu vos incisives? Mais non, elles font rire vos incisives. Vous n'avez pas les incisives animales, mais je peux quand même mordre et arracher avec mes dents. Non, quoi? À part un fruit, vous avez déjà essayé de prendre de chasser déjà avec vos propres mains, mais vous avez déjà essayé d'arracher la chair d'un animal avec vos incisives? Bah, si vous prenez un animal, je l'ai jamais fait. Ah bah non, mais parce que vous ne pouvez pas le faire. Vos mains ont été créées pour ramasser, pour cueillir. Elles n'ont pas été créées comme les carnivores pour attraper et enfoncer les crocs. Prenez votre chien, comparez-vous avec votre chien. Votre système digestif... Chien, si je le mords fort, je peux lui arracher un bout de barbac. Vous pouvez lui arracher quelque chose qui tombe comme ça, mais vous ne pourrez pas le mâcher. Jeanne Masse, il faut dire quand même quelque chose. Le véganisme, moi je vois les gens qui sont véganes autour de moi. Ils sont blancs. C'est un peu bobo, c'est un peu des gens qui peuvent se permettre de sélectionner ce qu'ils mangent. Moi, il n'y a pas de problème sur le fait que dans certains aliments, etc., vous retrouvez toutes les protéines qui peuvent être... Mais je sais pas, moi, je suis cheminot, je suis un ouvrier, je connais les ouvriers autour de moi. Enfin, je sais pas, quand on est dans les bouchons toute la journée et qu'on rentre tard le soir, faut bouffer un steak, il faut tuer les animaux pour ça. Mais non, écoutez... Comment on achète, Enfin, c'est beaucoup... Non, mais attendez, c'est vrai déjà qu'en France, c'est difficile d'être vegan parce que quand je vais dans les magasins comme ça, il n'y a pas énormément de choix. Mais là, je vois pas du tout le rapport entre votre situation sociale et le véganisme. Les gens mangent sur le pouce. Je sais pas, ils vont acheter une pizza, surgelée, ils vont acheter un peu des choses. Mais la pizza peut être végane. Mais la pizza peut être végane. Les sushis peuvent être véganes. Le couscous peut être végane. Tout peut être végane. Vous n'avez pas besoin de l'animal pour compléter vos repas. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. C'est que vous pouvez rentrer chez vous. La diversité des aliments, etc. Mais la diversité des aliments, il y en a de plus en il y en a beaucoup dans l'alimentation végétale que dans l'alimentation animale. Et puis arrêtez, vous êtes en train de vous intoxiquer à force de manger du cochon, c'est que de la graisse et du sel. Là, il mange pas de porc. Je regardais là, mais moi... Nous oui. Moi oui. C'est modération. Moi en plus, tout ça, je le vois pas. Donc je suis pas censée le savoir. Vous mangez pas de cochon. Et vous faites très bien de pas manger de cochon parce que c'est dégoûtant et que c'est que de la graisse et du sel. Et alors, les animaux, pareil. Les animaux n'ont pas envie de mourir. Les animaux n'ont pas envie d'être mangés. C'est extraordinaire. Vous êtes ultra convaincante. Enfin, je sais pas si je vais devenir végane. Mais il faut, parce que vous allez être en super santé. Puis en plus, c'est bien pour votre peau, c'est bien pour votre morale, c'est bien pour votre énergie. Merci Jeanne Masse d'être passée par les GG. Réminiscence chez Flammarion.
Merci beaucoup d'être passé par les grandes gueules. Merci Jeanne Masse. À bientôt, mesdames et messieurs. On enchaîne avec le GG, vous, s'il vous plaît. RMC, les grandes gueules, les GG et vous. Et c'est un boulanger que nous allons accueillir, Cyril de la Nièvre. Bonjour Monsieur Cyril, je vous en prie, asseyez-vous, vous voulez reparler justement avec Anas Kazib. On va reparler de la réforme ferroviaire, donc on écoute d'abord Anas et ensuite vous dialoguez avec lui. Pendant plusieurs années, pendant les grèves, et moi je comprends les usagers qui ne comprennent pas des fois les choses quand ils disent moi je comprends pas pourquoi on me parle de retraite, de statut machin, alors que voilà, on me parle pas de moi. Moi je pense que les usagers, aujourd'hui, ceux qui payent le plus lourd tribut, avec des guichets qui ferment, des boutiques qui ferment, et au final, derrière, quand un guichet ferme, c'est un cheminot aussi qui a une suppression d'emploi. 400 000 cheminots. Il y a 30 ans, on est 140 000 aujourd'hui. Enfin, à un moment donné, on n'a que ça de chiffres. Si les gens n'ouvrent pas les yeux et se réveillent pas, on part à la catastrophe. Alors, Monsieur Cyril, allez-y. Bonjour. Moi, je vous écoute souvent et Anas, apparemment, j'ai l'impression que c'est le bagne, la SNCF. Quand il travaille, il n'y a pas pire que la SNCF. Je pense qu'il n'est pas trop bousculé. Le problème de la SNCF, là, il se sert du procès Orange pour dire on a des suicides. Pour pas changer, parce qu'ils veulent pas changer. La SNCF, ils ne veulent rien changer. Tout va bien à la SNCF. J'ai pris le train, j'ai voulu prendre le train 2 fois dans ma vie, il n'est jamais venu. On m'a dit 1 heure de retard, après 2 heures de retard, 3 heures, 4 j'ai pris ma voiture, arrivé à un moment. Et le problème, c'est ça. Et quand vous dites il y a 20 suicides, c'est malheureux, c'est toujours malheureux. Mais il faut prendre les 20 cas parce que pour moi, c'est pas que le travail. Faut creuser. Il y a des situations familiales qui viennent aussi. On se suicide pas que pour le travail. Et arrive un moment, quand le travail est trop dur et qu'on demande de trop, pourquoi pas démissionner? Moi, j'ai jamais vu un cheminot démissionner. Ça n'existe pas, un cheminot qui c'est très rare. C'est très rare. Anas, réponse à Cyril. Il y a eu plus de 700 démissions l'an dernier, quasiment autant de licenciements. On licencie à la SNCF. J'ai une collègue qui a été femme battue, j'en avais parlé ici sur le plateau des Grandes Gueules, qui a 3 enfants à charge, qui a été femme battue et qui s'est fait licencier parce qu'elle avait un sac à dos d'un ado sur le guichet. On l'a licencié pour ça. J'ai un collègue à qui, Éric Bezou, 52 ans, qui a aidé énormément de personnes dans son secteur. Il s'est mis à genoux devant sa chef. Parce que sa chef lui disait tu n'as pas la posture de l'agent de maîtrise. Il a dit écoutez, il s'est mis à genoux, il a dit est-ce que c'est ça la posture? Et on le licencie pour ça à 52 ans. C'est-à-dire que des licenciements, il y en a à SNCF, des démissions, il y en a. Moi je suis pas pour la fuite, j'aime mon métier. Mais il faut pas non plus croire que c'est le club. Moi je dis à l'inverse, Cyril. Si la SNCF c'est aussi bien, sncf.com, je leur fais de la pub, on recrute. Il y a des forums partout. Vous allez voir que moi vous savez, je travaille de nuit. Moi aussi. 2 euros. Oui. Moi aussi, 6 jours sur 7. Moi, je suis pas en opposition du tout avec les petits artisans, les boulangers ou quoi que ce soit. Moi, je gagne 2,70 € brut par heure. 2,70 € brut par heure de 22h à 4h du matin. J'ai le droit à une augmentation de 0,20 centimes brut. 0,20 centimes brut de minuit à 4h du matin. C'est-à-dire qu'un cheminot qui reste réveillé la nuit à faire des travaux, à faire la circulation des trains, etc., il gagne 2,70 € de l'heure, c'est-à-dire en gros 15 € brut. Faut pas croire qu'à la SNCF, il y a des milliardaires. Maintenant, sur tout ce que vous dites, hier, j'étais à Gare du Nord, il n'y avait pas de train sur la ligne H, et salut tous les usagers. Il y a eu une grosse panne électrique avec un peu la tempête qu'on a connue un peu sur le nord parisien. Pas un train qui a pu circuler à cause des caténaires. Si vous avez un concurrent à Gare du Nord, ce jour-là, il va pas circuler non plus. Ce n'est pas une question que des SNCF. C'est que les caténaires, par exemple, de Gare du Nord, elles ont 95 ans. Et qu'aujourd'hui, le projet de la SNCF, c'est de faire le Grand Paris. Il y a les JO 2024. Donc, on fait plein de nouveaux projets. Et le train du quotidien, celui que vous prenez, que monsieur tout le monde et madame tout le monde prend, il n'y a pas d'investissement. Peut-être que dans le privé, ça sera réparé plus vite, peut-être. Non, parce que parce que le problème, c'est qu'on commence à vous rapprocher des situations du privé. Et vous vous servez, on va se suicider. Dans le privé, si on travaille mal, on se fait virer. Il n'y a pas 20 blâmes, on travaille mal, on est viré. Vous avez quand même une situation. Il y a des difficultés comme tout travail, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que vous voulez pas avancer. Et arrive un moment, ça bloque. Et après, c'est. Moi, je trouve que plus on réclame des choses et plus on l'explique, et plus ça va mal. Enfin, je sais pas. Là, moi, j'ai vu des copains hier de Boulogne. Boulogne, il n'y a plus un guichet, il n'y a plus la gare de Boulogne. Ils ont tout transféré. S'il n'y a personne, non, il y a des gens. C'est-à-dire qu'il faut comprendre la stratégie. Si c'est rentable, ils les laissent, les gars. Non, mais si c'est rentable, s'ils les enlèvent, c'est que c'est pas rentable. Moi, je ne veux pas payer. Je prends jamais le train. Exceptionnellement, je ne veux pas payer pour le train que je prends pas. Et pourtant, vous payez. Je paye. Voilà, je paye. Et je vous dis, les 2 fois que j'ai voulu le prendre, le train n'est pas venu. Cyril, vous n'êtes pas tout le temps malade, mais
vous payez pour les gens qui sont malades et qui sont aux urgences. On est d'accord là-dessus. Oui, mais donc là, pourquoi vous voulez pas payer pour les trains? Enfin, je sais pas. Celui qui prend le train paye son train. Problème. Je sais pas. Moi, je vais pas à l'Élysée. Ça m'énerve de payer pour la moquette qu'on a changé à l'Élysée. Regardez ça. Regardez ces gens-là. On va donner 40 milliards de CICE. Moi, j'en parle tout le temps. Il n'en avait pas parlé. Il n'en avait pas parlé. Mais non, mais parce que c'est la réalité. Et Arnaud. On va pas parler d'Arnaud encore. Les deux. J'étais content. Il n'en avait pas parlé de la journée. C'est vous qui l'avez poussé, du coup. Ah oui, Cyril. CICE. Qu'est-ce que je vous voulais? CICE. Vous savez quoi? J'ai un employé. Je gagne 300 € pour un trimestre. Mais si je vais embaucher avec ça 300 € par trimestre, ce CICE? Mais le CICE, il n'est pas fait pour vous. Oui, bah voilà. Ça fait pas d'impact. Je touche 300 € pour un trimestre. Mais non, mais il en a besoin. Mais vous êtes un petit artisan. Oui, ça me fait un plus, mais je veux dire, c'est pas ce qui a fait l'embauche, 300 € par trimestre. Je préférais que les plus gros payent des déductions, etc. pour les plus petits. Il a besoin des plus gros. Il paye déjà beaucoup les plus gros. Dites-moi, vous êtes où? À Nevers. À Nevers. Comment elle s'appelle? On s'était vu à Cône. Oui, vous étiez passé à Cône. Boulangerie. À Boulangerie Masson. La Boulangerie Masson, très bien. Salut à Cyril qui a été une vraie grande gueule. Cyril, à bientôt. On continue le GG, vous, dans un instant, en direct sur RMC, RMC Story. RMC, 9h midi, les grandes gueules.